Oui, trois lettres. c'est globalement représentatif des trois lettres, mais donc une des spécificités en fait, que tu vas voir de l'Institut Lab, et qu'il n'y a pas de spécificité, parce qu'on passe de la théorie à la philosophie à l'urbanisme, à la pathologie des structures, donc ça c'est quelque chose que je ne veux pas, merci beaucoup. Ah bon, la lumière, l'énergie, et donc il y a vraiment un contexte qui, moi, je dis, caractérise un peu pour la manque de caractéristiques typiques. Donc c'est vraiment un peu l'essence de notre institut. C'est ce que j'ai noté, tu vois, j'ai noté là, en fait, je remarque le caractère hybride, qui n'est pas pour me déplaire, je dois dire, voilà, mais de tous les profils, les parcours, les sujets de recherche, et tout à fait. En fait, très grande richesse. Une des choses que je voulais faire pour aujourd'hui, donc on ne va pas te donner trop d'infos, on va te donner donc juste des points de référence pour comprendre un peu comment l'Institut, tout d'abord, a été créé, et la vision pour les années à venir. Donc, j'ai une petite présentation, on va te l'envoyer, donc c'est pour te donner d'autres infos, et après on va te donner aussi l'enregistrement Teams, si tu veux. Parce qu'en fait, l'Institut, c'est un institut jeune. L'Institut a été créé en fait le 1er janvier 2021. Donc, on a juste célébré notre 4e année de vie. Et en fait, c'est un institut qui a été créé après tout le développement du plan de développement. Donc, en fait, en 2010, les deux instituts Saint-Luc, Tournai et Bruxelles, sont intégrés à ce qui alors était une partie de la faculté de sciences appliquées pour créer une nouvelle faculté, la faculté Loki. Donc, Loki elle-même n'a que 15 ans de vie. Et au tout début, la faculté Loki était une faculté intégrée, donc une faculté qui avait la responsabilité à la fois sur l'enseignement et la recherche, avec un moratoire de 10 ans, 5 ans après 5 ans renouvelés, pour constituer un ensemble de recherche. Et donc en 2020, après la démarche qui est menée par plusieurs personnes ici, entre autres Denis, qui était à l'époque le président de notre commission de recherche au sein de la faculté, on a donc obtenu de la part de l'université la reconnaissance nécessaire pour la donc, constitution de l'institut. Et donc c'est comme ça que l'Institut Lab, c'est où mon souris, Lab, là, va donc se situer au sein du SST, donc c'est le 8e, 7e et demi, parce que l'ITAM c'est toujours considéré donc un institut intersectoriel, donc c'est le 8e institut du secteur de sciences et technologies. Alors clairement, la partie initiale du travail était de donner une mission claire à l'Institut et essayer aussi de donner un peu l'esprit de mettre ensemble des compétences très différentes qu'il y avait au sein de la faculté, tout en gardant en fait une certaine proximité aux activités de la faculté. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la question des 3 sites, et donc voir comment pouvoir coordonner à la fois l'enseignement et la recherche sur ces 3 sites avec toutes les différentes déclinations de notre profession. Et donc on s'est donné cette mission dans laquelle le Louvain Research Institute for Landscape Architecture and Built Environment a comme but de nourrir les réflexions, soutenir l'expérimentation et proposer des méthodes utiles pour répondre et anticiper les challenges présents et futurs des territoires, des villes et des bâtiments. Donc en fait, il y a aussi une certaine différence au niveau des échelles d'action du territoire jusqu'à la pièce, avec donc l'idée de promouvoir l'excellence à la recherche via une pensée systémique, critique, sensitive, innovative et rigoureuse. Donc en fait, les 3 sites, Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tournai, représenter clairement un des éléments caractérisants de l'Institut et aussi avec notre proximité. Et on a décidé donc d'articuler la variété, on peut dire la diversité au sein de l'Institut, avec 3 macro-axes, donc le landscape, donc tout ce qui est l'urban planning, le paysage, le développement territorial, l'urbanisme, l'architecture, qui est donc la théorie, l'histoire et le projet d'architecture, et le built environment, donc les technologies de l'architecture, de la construction, la physique de l'architecture, l'ingénierie civile.
Donc ce n'est pas en fait des domaines qui sont à huis clos, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une partie qui est que landscape, qui est que architecture et que built environment, mais en fait on a pas mal de variations entre une thématique et l'autre. Les valeurs, donc c'est l'ambition, l'activité, l'inclusivité, la responsabilité, le rigueur, c'était ça qu'on a essayé de promouvoir, mais surtout de créer un écosystème et une ambiance de recherche avec une certaine culture et une identité qui était très difficile et qui est encore très difficile à obtenir parce que la diversité de parcours et le fait qu'on est encore sur 3 sites donne en fait des difficultés plutôt évidentes pour promouvoir donc, cette culture lab. Et ce qu'on a fait surtout, c'est organiser chaque année le Lab Day. Donc cette année-ci, c'était à tourner. En fait, ça, c'est des photos du Lab Day qu'on a fait au mois de septembre. Et plus tard dans l'après-midi, on va voir les posters que nos chercheurs ont créés pour le Lab Day, qui permet aussi de se croiser. Parce qu'une des choses un peu bizarres est que même qu'on est un institut, le fait qu'on est sur 3 sites, très souvent les chercheurs ne connaissent pas ce qui se passe sur des autres sites, on ne se connaît pas entre eux. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'organiser donc des points de rencontre dans lesquels effectivement les chercheurs peuvent se rencontrer et discuter. Donc on peut dire que ce qui sont les spécificités de l'Institut dans cette manque de caractérisation globale, c'est quand même le fait d'être articulé sur 3 sites, très fortement côtoyé par la faculté Loki, et d'articuler vraiment ce qui est la multi-inter-transdisciplinarité dans notre propre ADN. Clairement, le projet reste un point important, un point de départ, projet au sens large. Projet qui peut être un projet d'architecture, qui peut être un projet d'urbanisme, mais projet comme projection vers le futur, donc anticipation de la création d'une réalité pour les humains, donc pour nos habitats. Et en fait, je dis les humains, mais on pourrait dire les humains, les non-humains, parce que clairement, quand on parle de territoire, quand on parle de landscape, il y a une valeur très forte au niveau biosystémique, écosystémique, etc. D'où vient aussi le fait que plusieurs projets, plusieurs équipes sont en très forte connexion avec des autres instituts. Et plusieurs instituts, parce qu'il y a des parties comme par exemple la partie technique qui se relie plutôt à IMMC, donc le matériau, la construction, des autres qui sont plutôt reliés à ELI, donc toute la partie biosystémique et naturelle, IACOS, il y a vraiment une grande variété. Moi je travaille avec IPSI pour tout ce qui est la partie de perception, donc ça c'est aussi quelque chose qui me caractérise. Et l'autre chose qui nous caractérise dans notre passage, on dit, entre le high-tech et le low-tech, est l'importance d'une liaison très forte avec les acteurs de terrain. Parce qu'on parle d'architecture, on parle d'urbanisme, et donc il faut vraiment se relier avec ce que Yves a défini la recherche-action, mais la recherche appliquée, et donc avoir donc, un rôle important par les architectes, les municipalités, tout ce qui sont dans le processus décisionnel des politiques au sens large. Donc le premier défi de l'Institut à sa naissance en 2021 était de lui donner un peu certaines spécificités. Et après l'autre défi, c'était la question d'un logo. On voulait un logo qui représentait toute cette diversité. Et alors avec Nicolas Laurent, que peut-être toi on va le voir plus tard, on a très fortement réfléchi sur c'est quoi qui caractérise ce manque de caractérisation de l'Institut. On s'est dit, bon, on est sur 3 sites, on a 3 macro-domaines, landscape, architecture, built environment, on est en rapport avec les 3 secteurs, et alors on a pensé à 3 triangles, en fait, l'un sur l'autre, qui représentent notre Institut. Et après les 3 triangles, on a aussi essayé de se dire, ok, mais si on le voit au niveau spatial, les 3 triangles évoquent une pyramide. Et la pyramide, c'est le concept de volume construit, technologie, technique et des autres relations avec la dynamique collective. Donc c'est comme ça que le logo de l'Institut
a été créé. Il y avait des autres qui pensaient à la Sainte Trinité, mais il n'y a rien à voir. Oui, mais tu sais, on n'y peut rien. La Trinité structure notre pensée, qu'on le veuille ou non. Voilà, alors après, ça vient, on ne sait pas. Et après, l'idée, en fait, c'était aussi l'AB, qui représente la Landscape Architecture and Built Environment, sont un peu les trois composants. Mais aussi l'AB, c'est comme laboratoire. Et donc, une fois qu'on se met à côté de Loki, on devient Loki Lab, donc le laboratoire des lieux, qui nous semble donc quelque chose qui représente un peu ce qu'on fait dans le croisement entre l'enseignement et la recherche. Après, logiquement, on est allé voir, de contacter des personnes qui viennent en fait de différents parcours pour la constitution d'un comité scientifique. En fait, ça, c'est notre comité scientifique. On a 6 personnes sur notre comité scientifique. Marilyn Anderson, qui est un professeur de Sustainable Building Technologies. Dietmar Eberle, qui est un architecte et professeur d'architecture à Zurich. Matthew Gandhi, qui est un professeur de Culture, Urban and Environmental Geography à Cambridge. Paul Boineau, qui est professeur d'urbanisme et développement territorial. Pierre Kay, qui est un philosophe, un directeur de recherche, et Elsa Garavaglia, qui est professeur de sciences de la construction. Donc il y a vraiment des mondes complètement différents. On passe de la philosophie à la science de la construction. Et je pense que ça aussi donne une idée de la diversité qu'on a dans l'Institut. Pour être un peu plus spécifique, l'Institut se base donc, sur 3 sites, Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tournai, avec 3 macro-domaines, le landscape, l'architecture et le built environment. Et alors, quand on a commencé, on s'est dit, ok, bon, on a plusieurs personnes, on a 3 sites, on a 3 macro-domaines, comment on peut vraiment essayer de multiplier un peu les spécificités et donner aussi l'impulsion à la recherche, parce qu'il y avait des académiques qui travaillaient un peu dans des secteurs ou des domaines plutôt proches, mais qui ne se connaissaient pas. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai invité les académiques à constituer des équipes. Donc, des équipes qui peuvent aller de l'équipe représentée par un seul professeur avec ses propres chercheurs, chercheuses, doctorants, postdoctorants, et par contre des équipes qui pourraient en fait rassembler différents académiques sur différents sites. Et donc, pour le moment, on a 9 équipes qui travaillent, on les appelle l'équipe de recherche, groupe de recherche. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment fait pour pouvoir un peu, comment dire, favoriser la création de masse critique. Donner un environnement proche pour vraiment animer la recherche, mais de l'autre côté, nous garantir aussi des contacts entre les différentes personnes. Donc les 9 équipes ne sont pas des équipes qui se trouvent sur un seul site ou un seul domaine, ce sont des équipes qui en fait s'articulent sur les 3 sites et avec des projets qui peuvent vraiment rentrer dans des différents domaines. Donc clairement sur les 3 sites il y a un soutien de proximité qui après est très fortement relié à la structure administrative et technique de Loki. Donc on partage un gestionnaire comptable, on partage un guichet technique, on est en train de mettre ensemble un guichet par rapport à tout ce qui est la communication, les relations externes, le monde de la recherche. Donc là, il y a vraiment cette proximité de travail entre la faculté et l'Institut. On a après constitué, bon, tout récemment en fait, un collège de porte-parole d'équipe. Donc chaque équipe a un porte-parole pour présenter donc, les thématiques, mais aussi pour présenter les stratégies de développement de l'Institut. Et l'idée est que le porte-parole d'équipe, après, amène toutes ces thématiques au bureau de l'Institut. Là, il y a le président de l'Institut, le coordinatrice administrative, la secrétaire de l'Institut, le chargé de gestion de recherche, Alain, qui est ici. Coordinatrice administrative, en fait, c'est France Péché, qui donc à la fois, bon, France c'est une super-humaine, entre les autres humains, il y a les humains, les non-humains et les super-humains, et France est entre eux. Donc France, en fait, dans son double rôle de CAI et DAF, peut vraiment nous donner en fait, une idée de comment pouvoir articuler ce rapport entre la faculté et l'Institut. Au bureau de l'Institut, il y a aussi 6 membres académiques qui sortent du collège de porte-parole d'équipe et une représentation de la faculté avec notre doyenne et les 3 vice-doyennes et vice-doyennes du site
pour se relier clairement à la vie de chaque site et le représentant, logiquement. Donc dans le bureau, excuse-moi, je pense que donc là l'ensemble de gauche, c'est tout le bureau Lab. Tout le bureau, oui, et donc la doyenne, oui, au titre de doyenne, fait partie du bureau, les vice-doyens et doyennes aussi. Oui. D'accord. Alors, vous avez une structure assez inédite, je pense. c'est pour ça que je voulais bien. Non, mais c'est très bien. Je veux dire, une structure expérimentale, je trouve très intéressante. Voilà, ça fonctionne. Je pense que la chose fondamentale, j'espère que tu peux le voir, c'est l'esprit de collaboration. Et donc, on se met tous et toutes autour d'une table avec une idée de vraiment échanger, collaborer. Il y a logiquement des divergences d'opinion, mais en fait, on profite de la cafétéria pour pouvoir partager un repas. En fait, une chose qu'on n'a pas dit, que donc, à la fois la faculté et l'Institut ont un bureau chaque mois. L'autre mois, on fait le bureau ensemble. Donc, on a un collège des bureaux Loki et Lab, dans lesquels les deux bureaux sont ensemble. Et donc, chaque les 2 mois, on se retrouve. En fait, les bureaux, instituts et facultés sont par Teams. Par contre, les collèges des bureaux, on le fait en présentiel sur un des 3 sites. Donc, chaque les 2 mois, on se retrouve, le bureau Loki, le bureau Lab, sur un des 3 sites pour une discussion collégiale. Oui. Parce qu'on a aussi un ROI partagé. Exactement. Donc tout ça, c'est vraiment aussi dans l'ROI de la faculté, de l'Institut. En fait, on n'a pas dit qu'en 2020, quand on a constitué l'Institut, on a revu aussi le ROI de la faculté pour permettre logiquement cette idée de collaborative. Ça fonctionne. Et donc France, elle est 50% DAF et 50%. Elle est 70%. Je pense que c'est 30 ou 80-20, comme ça. Je crois que c'est 80-20, bon, elle est à 150. 80-20, c'est ça. 50-150. Et en fait, la question se pose une fois que France passe à la retraite en 2029, et nous, on ne sait pas quoi faire. On y pense. On commence à y penser. Oui, c'est bien anticipé. Hein. Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années qu'on a posé la question au bureau secteur. Donc oui, c'est une structure plutôt inédite, mais une structure, je pense que tout le monde autour de la table peut bien dire que ça amène pas mal d'avantages au niveau vraiment de collaboration et d'échange, et aussi permettre, donc logiquement, la liaison entre recherche et enseignement, et faire l'un être nourri de l'autre. Je pense que ça c'est le point le plus important qu'on a. Ça fait un peu rêver certaines facultés, on entend ça au bureau de secteur. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, enfin, moi je trouve ça fabuleux. Quoi. Enfin, quand j'étais président d'institut, quand je vois les difficultés de relation avec la faculté pour des trucs en fait, sur lesquels il suffisait, entre guillemets, de communiquer et d'avoir aussi une histoire commune à un moment donné, et de parcourir un bout de chemin ensemble, mais qui n'était pas possible parce que les structures ne le rendaient pas possible. Quand je vois ça, je me dis, wow. Peut-être pas applicable partout, mais je veux dire, c'est quand même très chouette. Bravo. Donc ça demande, je pense aussi, un esprit de dialogue. Donc oui. Il faut qu'il y ait des négociations, clairement. Oui. Mais quand même, c'est pas compliqué d'organiser les agendas. Pour le moment, on s'entend. Ah oui. Et les agendas, c'est hyper compliqué. Mais bon, voilà. Oui, non, en fait, un bureau secteur, on le voit. Donc notre bureau secteur, je veux dire que ça fonctionne très bien, il y a un bon dialogue aussi avec les autres présidents et doyennes. Mais par contre, clairement, quand il y a un institut avec donc des membres qui sont sur 2-3 facultés, ça devient un peu plus difficile vraiment de pouvoir dire quelles sont les priorités d'un certain point à l'autre. Oui, nous, on se met au fond de la salle. On se dit, bon, oui, nous, on est déjà d'accord. Parfois, on est d'accord. Oui, mais globalement, on travaille à être d'accord. Exactement. Et sinon, on va se partager un verre de vin. Je vois. Ok. Et alors, donc tout ça, c'est pour la partie un peu introduction. Maintenant, pour tout ce qui sont en fait plus dans le spécifique, les thématiques de recherche. Chose qui est aussi difficile. Au tout début, on avait commencé avec, moi je vais dire aux différentes équipes, donnez-moi une idée de vos axes de recherche pour pouvoir donc, le mettre dans le perspective de l'Institut. On était arrivé à 14
différents axes de recherche qui étaient très intéressants par rapport à la diversité, mais par contre, aussi notre comité scientifique nous avait dit qu'il y a le risque de fragmentation. Donc là où il y a trop de pistes de recherche qui sont en fait très proches l'une à l'autre, vous avez un risque en fait de duplication ou de concurrence interne, tout simplement. Oui, est-ce que je peux me permettre juste une question justement avant, parce que tu parles du comité scientifique, moi je voulais savoir, enfin, peut-être que tu vas y venir, mais c'est quoi son rôle? Alors, le rôle du comité scientifique, pour le moment, ce n'est pas un rôle clé. Pour le moment, donc, on a bien donc, dit au comité scientifique que l'Institut est dans sa phase de mise en place. Et donc, moi, j'envoie un rapport annuel au comité scientifique et j'attends un retour de leur part. Donc ça, c'est effectivement la seule chose qu'ils ont. Eux, ils nous font un retour par rapport aux activités de recherche, par rapport donc, au plan stratégique, etc. Et après, on les invite. Donc, chaque année, quand on fait notre journée de recherche, on invite un membre du comité scientifique pour donc, nous connaître mieux et nous donner donc, un retour par rapport aux activités. Je dois dire qu'on a bien clarifié le fait que l'Institut est dans sa phase de cherche de l'entité. Donc, et moi, je suis mis comme objectif à la fin de mon mandat, qui sera l'année prochaine. Donc, moi, je termine mon deuxième mandat en septembre 2026, d'avoir une structure claire de l'Institut. Donc, c'est un travail en cours, mais c'est un travail qu'on fait de façon très fortement concertée. Donc, tout récemment, à partir des 14 axes de recherche qu'on avait définis donc, à notre départ, on a essayé vraiment d'appliquer un filtre. Et ça, on l'a fait aussi vis-à-vis des projets de recherche qu'on a donc soumis et obtenus ces derniers 4 ans. Parce qu'on allait regarder, en fait, par exemple, les champs de scripteurs FNRS associés aux projets qu'on a obtenus. Et donc, on peut dire que, en fait, la structure qu'on avait envisagée au tout début se recommence à voir. Parce que si on regarde maintenant les axes prioritaires sur lesquels les projets sont en train de se concentrer, on peut retrouver les 3 macro-domaines qu'on avait pensé dans notre phase initiale. Donc, la première, c'est donc travailler sur les transitions de territoire, la résilience et l'inclusivité et la qualité des espaces habités, et le projet au sens large des villes, des landscapes verts et bleus, avec des différentes dimensions et différentes échelles et moyens de représentation. Donc ça, c'est les premiers 2 axes qu'on peut définir. C'est quoi les paysages bleus? Les paysages bleus, donc c'est les villes. Ah, c'est l'eau. Ah oui, c'est l'eau, évidemment, d'accord. Okay. Et donc, tout ça se réfère au champ descripteur des Cities Regional Urban Studies, Spatial and Regional Planning, Urbanization and Urban Planning. En fait, c'est ça, en fait, les champs descripteurs FNRS qui correspondent à ce premier donc, axe orientation de recherche. La deuxième s'articule dans les pratiques et les espaces de vie pour l'habiter, donc avec des challenges qui sont relationnés à l'habitation, aux espaces d'apprentissage, l'aging, la disability, le gender and care. L'hypothèse du trait de l'architecture contemporaine en dialogue avec des autres domaines interdisciplinaires. Et après, le processus de conception de l'architecture, ces histoires, c'est pas son histoire, c'est ces histoires, parce qu'en fait, l'histoire peut être logiquement interprétée de façon différente, les théories critiques, les matériaux, les méthodes de la complexité, la représentation et la digitalisation de l'architecture. Et donc tout ça rentre en fait dans le FNRS 31, Histoire de l'architecture, et le SH5-4, Visual and Performing Arts, Film Design Architecture. Donc ça, c'est aussi un débat qu'on a eu avec nos représentants au PUMA, parce qu'il y a 3 ans, architecture, qui était en fait un champ descripteur en soi-même, a été fusionné avec le Visual and Performing Arts, le film, le design. Et donc ça nous a donné en fait un peu de manque de référence, parce qu'il y avait un champ descripteur pour l'architecture. Maintenant, je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point
pour le FNRS. Et le champ descripteur pour l'architecture, il était tagué comment? En SH? Était tagué en ASH, oui. En SH. C'était ASH 4. Oui, SH4. 3, ASH 3, si je me rappelle bien. Ah oui, dans la commission SHS3. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, voilà. La même que moi, tu vois. Ok. C'est rigolo, hein. Oui, Enfin, non, voilà. mais- Enfin, c'est rigolo ou pas. C'est- Mais, Bon, je ne sais pas si c'est rigolo parce que. mais je veux dire, c'est marquant, quoi, en fait. Voilà, parce que Parce moi, je qu'en passe en fait, littérature. Mois de janvier, février et mois de juin, je reçois plusieurs demandes de dire ok, c'est quoi le champ descripteur pour que nous suggère tout ce projet? Je dis, je ne sais pas quoi dire. Donc on essaye aussi de voir, par exemple, entre les différentes propositions qu'on a pour l'appel Bourse et Mandat, pour l'appel Crédit et Projet, de voir un équilibre entre les différentes commissions, etc. Parce que parfois, il y a des projets qui sont aux antipodes, on peut dire, et qui ont choisi le même champ descripteur. Et donc, il faut être un peu aussi stratégique pour se dire, OK, comment on peut faire ça. Et après, il y a la troisième âme un peu de l'Institut, qui regarde en fait les stratégies, les techniques de modélisation, les outils pour une gestion soutenable des ressources, avec un esprit environnemental, social, économique, à différentes échelles temporelles et spatiales, et avec une approche sur le cycle de vie. Et donc ici, on regarde la qualité des ambiances à l'intérieur et à l'extérieur, avec une attention aux aspects énergétiques, environnementaux, structurels des bâtiments, réduction des émissions, le confort, la santé et le bien-être des usagers. Donc ça, c'est plus, tu dirais, Donc la mission ça, en fait, environnement. c'est IDR, C'est ça, donc oui, ça, c'est c'est ça. Environment Sustainability, Sustainable Architecture, Civil Engineering Architecture. En fait, si on regarde la toute dernière ligne, on peut voir qu'on passe de Cities and Regional Studies au Civil Engineering. Et ça, c'est vraiment la latitude de l'Institut. L'exercice qu'on a fait après, c'est de voir comment toutes les autres lignes de recherche peuvent en fait se situer là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on avait à l'avance. Donc comment on peut retrouver sur ces trois macro-axes les lignes qu'on avait définies donc, au départ de notre institut. Je pense que ça, il faut encore le filtrer. C'est un travail en cours, donc je suis en train d'essayer vraiment de modéliser ça. Aussi par rapport à ce qui va être la structure de l'Institut. Donc pour le moment, on a une taille qui nous permet encore une gestion, on peut dire, centralisée. Donc on va voir, on a 150 personnes, 133 ETP. Et donc on peut le faire, mais quand même il y a des perspectives de croissance de l'Institut, parce qu'une autre chose qui caractérise donc, la ligne de développement de l'Institut est le fait qu'on est donc, à proximité avec la faculté Lucky, là où il y a un cadre d'extension. Donc il y a plusieurs personnes académiques de la faculté Lucky qui sort des instituts supérieurs d'architecture, donc ce qu'on appelle le statut EXISA. Donc une fois que les EXISA sont convertis, passent à la pension, donc le poste est converti en poste académique, donc c'est des postes avec une mission d'enseignement et recherche. Donc l'Institut va avoir, dans sa perspective 2040, des personnes qui arrivent. Personnes qui arrivent, ça veut dire des doctorants, des autres chercheurs, etc. Donc c'est un institut avec donc, des hypothèses de croissance de personnel. Et donc, jusqu'à quel point, quand l'Institut arrive, disons, 200 personnes, on est capable de gérer 200 personnes avec une gestion centralisée si on est sur 3 sites. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on a 3 pôles sur chaque site, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Tournai? Est-ce qu'on a des pôles thématiques, landscape, architecture, built environment, ou quoi? Donc ça, c'est un peu le point sur lequel on est en train de travailler. Et moi, je suis donné encore 1 an et demi pour pouvoir au moins tracer un peu des pistes. Et après, je laisse... le ROI t'empêche de faire un 3e mandat? On peut toujours changer les ROI. Mais il a envie de faire de la recherche. Non, bon, j'ai envie de dormir. En fait. Parce que tu sais, je trouve que ça, c'est un projet de recherche en soi. Hein. C'est Non, c'est vrai, je suis sérieuse. C'est très intéressant.
Moi, je le fais avec enthousiasme, mais l'enthousiasme vient aussi des autres personnes. Je plaisante, hein, Sergio. Voilà, je comprends faire que ça, tu as envie de faire autre chose. tout seul. Mais donc, je pense que là, il y a des perspectives qui sont très intéressantes. On a essayé, on a déjà, en fait, au sein du collège de porte-parole d'équipe, on a proposé des différentes pistes et bon, c'est un travail en cours, mais c'est un travail qu'on fait avec enthousiasme. Ok. Juste pour te donner aussi une idée de là où on est avec notre, entre guillemets, masse critique, bon, j'essaie de regarder ça, mais en fait, je me suis rendu compte que notre rapport annuel de l'ADRE n'utilise jamais les mêmes couleurs. Et donc, avoir le tarte ne sert pas beaucoup. Alors, je fais plutôt des tables Excel. Les tables Excel, ça, je fais en fait un peu plus visible. Mais c'est juste pour nous dire que, en fait, si on regarde ce que l'Institut arrive à obtenir en tant qu'octroi de projet, c'est plutôt conséquent pour notre taille, parce qu'en fait, sur les 5 ans, donc si on regarde à partir de la constitution de l'Institut, on a eu des octrois qui remontent à presque 16 millions. Donc c'est plus ou moins 3 millions par an, donc 2024, en fait, je pense qu'ils ont fait le décompte au mois d'octobre, donc il y a toute la partie encore crédit et projet qui doit arriver. Les bourses ne sont pas incluses, donc ici c'est que des projets et des octrois. C'est intéressant de voir en fait la lecture par rapport au pourcentage, parce qu'on voit qu'au niveau de fonds, il y a clairement une très grosse majorité de fonds qui nous viennent des régions. Mais en fait, par rapport au projet, c'est plutôt le FNRS et la FWB, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans laquelle on a plusieurs rappels. Mais donc les pourcentages, excuse-moi, les pourcentages que tu donnes, c'est par rapport au nombre de projets, c'est pas par rapport à la part de financement. Cet pourcentage-là est par rapport au financement. Donc on peut voir que sur les 5 ans, le 60% des projets a été financé par des régions. Ah oui, il y a 64 projets. C'est ça, le plus gros pourcentage, c'est effectivement FNRS. Donc la raison est que le projet FNRS sont normalement, quand c'est des projets de PDR, sont plus petits. Plus petits, oui. Non, mais les financements de la région, c'est tout de suite. La région, c'est. Donc tu inclus les FEDER. Oui, les FEDER sont. C'est dans la région. Les FEDER, je pense que c'est. C'est région. Je ne sais pas après, je pense que. C'est région, principalement. Et donc c'est pour ça. Mais c'est intéressant pour moi de voir aussi comment on n'a pas un rapport par rapport aux bourses qui ont augmenté énormément ces derniers 4 ans, les bourses FNRS, soit aspirants, soit les bourses. Bon, ça je cherche comme marché. Qu'est-ce que tu entends par fonds publics étrangers? Alors, fonds publics étrangers, je pense que c'est le EU. Alors ça vient du rapport ADRE, donc j'ai utilisé leur nomenclature. La même nomenclature et la même distribution en fait. Alors, apport du sel, je pense que c'est tout ce qui sont donc le FSR, ARC. Voilà. Autres fonds publics belges, c'est BESPO, etc. Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est FNRS. Fonds privés, c'est des fonds privés. Les fonds publics étrangers, je pense que c'est effectivement. C'est l'UE, c'est ça, voilà. Ok. Parce que tu vois, dans les régions, le FEDER en fait peut être à cheval sur, puisque c'est un cofinancement européen. Oui, tout à fait. Mais je pense que l'Interreg doit être aussi dans les fonds publics étrangers, j'imagine. Oui. Donc ça, pour moi, c'est intéressant, juste pour comprendre où on est, où on va. C'est rassurant de voir que quand même notre masse critique du travail au niveau financement est quand même plutôt conséquent et c'est quelque chose qu'on garde dans le temps. Je pense qu'en fait, en 2024, on va bien dépasser ce qu'on a obtenu les années précédentes. Mais bon, c'est rassurant côté du travail. Okay. Alors, on passe. Un petit truc. Oui. C'est en complément ce que tu disais, je trouve que c'est intéressant à savoir aussi. Donc effectivement, tu racontais qu'on a intégré l'université, donc les instituts Saint-Luc et l'unité d'architecture de Louvain-la-Neuve se sont regroupés pour faire corps
à Lucie Louvain. On a construit cette recherche, donc tu disais en 2020 finalement un institut a été créé. Il faut aussi noter qu'on continue, et ça fait partie des discussions, on a fait une prospective, donc mes prédécesseurs ont fait des prospectives et donc on continue à pouvoir engager des académiques. Et donc à l'horizon 2030, on a encore 5 académiques qui peuvent intégrer en plus de la marge pour le moment, jusqu'à 2030. Et voilà, après ce sera des remplacements et des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est important à noter aussi. Il y a eu une grosse croissance et on a encore ici dans les mains 5 décisions, grosses décisions à prendre par rapport à ça. D'ici 2030. 2030, c'est ça, ok. Mais en fait, 5 postes, c'est le 20% de notre personnel académique. Donc c'est une croissance plutôt conséquente. Oui, non mais j'ai bien noté ça. Donc pour donner aussi des chiffres par rapport à notre capital humain, je mets ici les différents groupes de recherche qu'on a constitués. Bon, il y avait des groupes qui existaient déjà à la naissance de l'Institut, des groupes qui se sont constitués, et c'est des groupes de taille plutôt diverses. Donc il y a des groupes de 34 personnes, comme l'architecture et climat, le CREAT de 21 personnes, et l'A2, le LAM, on va le présenter tout à l'heure. Donc il y a une taille de groupe qui peut varier. Ça pour moi c'est pas un souci, parce qu'en fait il y a des groupes qui demandent en fait personnes autour, par exemple, de recherche plutôt technique expérimentale. Il y a des autres groupes dans lesquels le travail c'est plutôt un travail d'archives, un travail de réflexion, dans lequel il n'y a pas vraiment donc, ce type de dynamique. Donc au niveau FT, on est 133 personnes. Avec publication, qui en fait, l'autre chose qui est intéressante et qui a une partie qui est le peer-reviewed paper un peu traditionnel, mais après il y a 16 monographies qui ont été produites les derniers 4 ans, 104 chapitres de livres. Donc il y a vraiment aussi une production qui est plutôt variée. Bon, ça on va pas trop en parler. Donc ici je fais juste une distribution des fonds par rapport donc, aux différents groupes de publications, etc. On ne va pas trop le mentionner. L'autre chose est qu'on essaye aussi de communiquer à nous-mêmes ce qu'on fait. Donc ici, on profite de notre proximité à la faculté Loki pour tout ce qui est le monde de la communication. Donc chaque 2 ans, on a un portfolio qu'on va donner. Donc ici, on a toutes les recherches doctorales qui sont faites au sein de l'Institut. Pour chaque chercheur, on a 2 pages dans lesquelles le chercheur peut se présenter, donc des images. Donc chaque année, on fait chaque 2 ans, on fait un portfolio. Et je te montre l'épaisseur du portfolio 2019, 2021, 2023. Ah oui, il faut vous arrêter, hein, les gars. Parce que... Et en fait, on est en train de préparer le portfolio 2025 qui est presque double. Donc là, il faudra, oui, maintenant on a 4, donc c'était 32, 57, 74, et maintenant on a 94 thèses de doctorat en cours. Donc là, ça commence. Et tout ça, donc, et de l'autre côté, il y a les yearbooks de la faculté. Tout le même épaisseur. Ouais, là, on se tient par rapport au budget. Oui, c'est ça. Mais ça, on va te le donner, Agnès, pour pouvoir aussi voir un peu la variété de travail qu'on a. On essaye aussi, sur les 3 sites, le plus possible, de mettre ensemble les chercheurs, donc le faire connaître, comme j'ai dit. Et donc, entre autres, on lance un programme de séminaire de recherche dans lequel on peut parler de méthodes utiles de recherche. Ici, on profite des compétences de Marshall qui donne donc, des séminaires de recherche sur les éléments de méthode de recherche, collection de données, analyse, etc. On invite les personnes qui viennent des 3 sites. Donc on le fait soit à Bruxelles, soit à Tournai, soit à Louvain-la-Neuve. On le fait à Bruxelles. À Louvain-la-Neuve, on a fait les premiers 2. Les autres, je ne me rappelle plus si on le fait à Bruxelles. Ouais, okay. Et donc, c'est ça. Alors maintenant, très vite, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour des groupes de recherche. Je peux te donner
une idée un peu plus spécifique des thématiques que chaque groupe essaye d'investiguer. Voilà, alors on peut passer à la première slide. Donc l'équipe Uses and Spaces que je représente aujourd'hui, elle est composée de 25 membres. On est 4 académiques à co-diriger cette équipe de recherche. Comme l'a montré Sergio, nous aussi on est avec des financements internes PST, mais aussi des financements externes, principalement le FNRS et Innoviris. On a à la fois dans cette liste des doctorants et des post-doctorants. Alors la spécificité de notre équipe de recherche, c'est que nous on est dans l'interdisciplinarité entre architecture, urbanisme et sciences humaines. Donc on a des profils de chercheurs qui viennent de ces 2 ou 3 formations-là. Et on a aussi pas mal de chercheurs qui ont une double affiliation, SST, SHS, principalement plutôt avec l'Institut IACOS en SHS. On fait aussi des collaborations avec SSS, notamment la faculté de santé publique et l'Institut de recherche santé et société. Et donc on a 2 grandes questions de recherche qui traversent nos approches épistémologiques et méthodologiques. Donc en quoi l'espace soutient-il les pratiques habitantes et en quoi les pratiques habitantes forgent-elles l'espace? Là tu peux passer. Et en fait on a deux objets de recherche principaux qui sont le logement, mais quand on parle de logement, c'est dans une perspective d'imbrication des échelles spatiales. Donc c'est pas que le logement, ça va de la question du domestique jusqu'à la question du grand territoire. Et ça va du logement traditionnel ou logement social jusque les espaces de vie, des prisons, etc. Donc on travaille vraiment sur les lieux de vie de façon très générale. C'est aussi ce qui nous amène à collaborer avec SSS, parce que parfois on travaille aussi sur les hôpitaux en tant que lieu de vie, par exemple. Toutes les hétérotopies, quoi. Et puis on a un deuxième objet qui sont les espaces d'apprentissage, et là aussi c'est très large, ça va des universités jusqu'aux espaces de formation dans les écoles. D'un point de vue épistémologique, on travaille pas mal à partir des gender, des aging et des disability studies. Donc l'objectif de la cellule de recherche, c'est vraiment de visibiliser les vulnérabilités, les interdépendances, et de penser la conception et la gouvernance des espaces à partir de ces enjeux-là. Et d'un point de vue méthodologique, on travaille beaucoup à partir des approches typomorphologiques, et on mobilise beaucoup de méthodologies plutôt qualitatives. On ne fait pas beaucoup de quantitatives dans notre cellule de recherche. Alors au niveau des projets en cours, on a essayé de reprendre un peu une variété de projets pour mettre en évidence ce que Sergio disait tout à l'heure, c'est qu'on a de nombreuses collaborations dans nos projets de recherche, et surtout on travaille avec des acteurs très différents. On travaille aussi bien avec la société civile, par exemple avec le projet Sambre, qu'avec des institutions publiques comme pour la production de l'analyse sur le genre et le logement en région bruxelloise. On a travaillé avec Equal Brussels par exemple, mais aussi pas mal de partenariats académiques. On travaille aussi au rapprochement entre Louvain-4Cities et l'IRIB. Il y a une des personnes de notre laboratoire qui est, qui est membre du bureau de l'IRIB et qui questionne aussi pas mal le statut de cet institut. Est-ce qu'à terme, on en ferait un institut justement qui serait inter-institut? Donc on a à la fois notre centre de recherche, la variété des projets démontre à la fois la reconnaissance d'une expertise très locale à l'échelle de la région bruxelloise et aussi de la région wallonne, mais aussi une expertise qui est reconnue internationalement, parce que si nos terrains sont plutôt à Bruxelles, on a aussi l'occasion de collaborer au niveau académique avec des collègues au niveau international. On collabore beaucoup avec la Suisse, avec les Pays-Bas et l'Allemagne principalement. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait plus que 180 secondes. On ne peut pas compter, mais bon. Et voilà, et excusez-moi de ne pas me voir participer aux autres présentations, mais je vous rejoindrai tout à l'heure. Merci quand même. beaucoup.
Ok, alors on passe maintenant à revue les autres. On sont en ordre alphabétique, donc je vous explique, c'était vraiment la dernière. Architecture et climat, en fait, moi je suis aussi le directeur d'une série de recherche qui s'appelle Architecture et climat, que pour le moment compte 37 personnes. Donc ces 37 personnes, on est articulé sur 4 axes. Donc moi-même, Maider Yaguno, Émilie Gobo et Geoffrey Van Mosek. Ce sont 4 personnes qui coordonnent les quatre différents domaines de recherche. Donc, en fait, notre mission, c'est vraiment de proposer et valider des solutions de résilience et innovation aux différentes échelles de l'environnement bâti pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. On est basé sur une vision centrée sur l'humain et donc on essaie vraiment de promouvoir la soutenabilité des bâtiments et des édifices, des villes, via une recherche qui se cadre sur la qualité de l'ambiance environnementale, le confort, le bien-être et la santé des personnes. Et ça, c'est un axe de recherche dont je m'occupe. Sur la science urbaine, le climat et la santé urbaine, donc ça, c'est en fait une échelle plus grande, c'est l'échelle de la ville. L'évolution environnementale et l'architecture soutenable et circulaire, donc ça c'est Émilie Gobo. Pour la deuxième, je peux dire, c'est Maider Yaguno. La troisième, donc sur la circularité, c'est Émilie Gobo. Et tout ce qui sont les ambiances intérieures et les flux d'énergie dans le bâtiment, qui est donc l'axe de Geoffrey Van Mosek. En fait, c'est un groupe qui a été créé en 1980, donc on a 45 ans de vie, et c'est le groupe dans lequel, donc, en 2000, j'avais fait mon master. Donc en fait, moi, je reviens et je repris, donc, à mon arrivée en 2018, la direction de ce groupe de recherche. Donc j'ai juste mis 4 projets pour donner vraiment un peu l'idée de quoi on fait. Marshall a parlé donc de l'attention pour la lumière et le fait que la lumière a sur les aspects visuels, mais aussi de santé, donc la partie donc, de stimulation circadienne. Et Marshall, dans son mandat de chargé de recherche FNRS, et maintenant en tant que collaborateur scientifique, a créé 3 outils de prédiction donc, des caractéristiques lumineuses et visuelles des bâtiments. Un deuxième projet mené par Maider Yaguno, c'est en fait sur l'utilisation du vent en milieu urbain pour la production d'énergie, donc Wind Energy Brussels. Ça, c'était un projet Innoviris qu'on a fait avec un acteur de terrain de Bruxelles et que maintenant a aussi alimenté un projet PDR WEAVE qu'on fait avec la Suisse et un autre projet PDR WEAVE qu'on fait avec la LIST à Luxembourg et avec Vito et l'Université d'Antwerp en Flandre. Troisième projet sur la circularité et donc regarder les flots et les stocks de matériaux au milieu urbain avec une considération sur le life cycle approach pour les déchets des bâtiments, mais aussi pour les ressources au niveau de matériaux. Et ça, c'est Émilie Gobo. Et un quatrième projet encore en cours, c'est sur le Personal Comfort System. On a entendu parler du slow heat, et donc de comment on peut vraiment se focaliser sur les occupants plutôt que devoir chauffer des bâtiments en occupation encore. Ça m'intéresse beaucoup. Vers la personne. Très frileuse. Ok. C'était 180 secondes. Sur ces 35. Donc je laisse la parole à Yves. Bien, donc, j'ai dit tantôt, on est une équipe interdisciplinaire, donc le CREAT, Centre de recherche pour l'action territoriale. Une équipe où on est actuellement 17, donc ça varie un peu d'une année, puisque tout à l'heure j'ai eu 21, mais il y a pas mal de doctorants qui sont partis et d'autres qui ont intégré, je dirais, la vie professionnelle. Je suis l'académique un peu de service. Il y a des chercheurs seniors, hein, donc qui ont parfois 15-20 ans,
Il y a des chercheurs plus juniors, avec des profils très différents, donc des urbanistes géographes, on a des bio-ingénieurs, on a des sociologues, des architectes, voilà, et des juniors qui forment le gros de l'équipe, avec des doctorants. Et alors on a même une petite équipe, je dirais, d'appui en termes de communication, web design et de cartographie. Voilà, donc ça c'est un peu l'équipe du CREAT. Je ne sais pas si je dois aller plus loin. Donc les axes de recherche, il y en a 3. Le premier, c'est accompagner les transitions. Donc en matière de développement territorial et d'urbanisme, la grande transition, elle résulte de changements démographiques, de changements sur la biodiversité, de changements de mobilité. On n'a pas beaucoup parlé, mais on travaille assez bien sur la mobilité. Donc voilà, la décarbonisation, les problèmes liés à tous ces phénomènes-là. Et donc ça se traduit dans l'organisation de notre territoire, pas à l'échelle uniquement de l'intérieur de la maison, mais de la ville, des îlots, des quartiers, et puis des grands territoires. Et ça amène à un changement de paradigme quand même, qui est la fin des extensions urbaines et un recyclage de la ville sur la ville. Donc tout ce qui a été dit par Sergio en matière par exemple, de métabolisme, etc., c'est un peu le même genre. Alors, on travaille principalement sur, c'est un peu la première photo qui est là à gauche, dans les outils de la conception à la décision. Donc on sait bien que l'acceptabilité sociale est un gros frein sur la transition. Donc comment est-ce qu'on fait pour quand même progresser? La deuxième chose, c'est qu'on travaille principalement avec des acteurs du monde public et privé pour organiser le territoire. Donc on développe des schémas d'aménagement avec des outils qui renvoient au droit. Donc on a pas mal de contacts avec la faculté de droit, la faculté des bio-ingénieurs et aussi même avec Commu, j'en parlais tout à l'heure. Et le troisième enjeu, c'est un peu d'arriver à proposer, alors que la faculté Loki et le lab, une fois qu'on a ces visions un peu macro, d'arriver à avoir des projets qui permettent de créer des lieux, donc des nouveaux quartiers. Et donc ici, c'est par exemple, pas très loin de Mons, il y a eu une intention, il y a déjà quelques années, d'imploser des tours, de manière moderniste. On ne va pas discuter de savoir si c'était opportun ou pas. Mais on se retrouve maintenant avec une friche, et donc comment on réaménage en tenant compte des îlots de chaleur, comment on tient compte du cycle de l'eau, des inondations. Et voilà, donc on a proposé ce nouveau quartier en négociation avec les habitants, en négociation avec les commerçants, puisque c'est un quartier mixte. Louvain-la-Neuve est un peu toujours, on a un peu cette image d'avoir créé une ville nouvelle qui fonctionne. Et donc c'est un peu, parce que le CREAT a été constitué en 65, au moment où on imaginait déjà déménager la section francophone. Donc ça s'appelle les 3 axes de recherche. Et ça se traduit dans des projets très concrets, donc des doctorats, voilà, parfois même dans les villes du Sud, donc voilà, la question du vélo électrique, donc c'est des doctorats qu'on fait avec interfacultaires. On a pas mal de recherches, c'est un peu le deuxième groupe, avec tout ce qui est recherche-action, comme j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit au niveau régional, des communes, ou plutôt au niveau européen. Donc on fait des évaluations de politique au niveau européen et on fait aussi des évaluations de politique au niveau régional. Donc tout ce qui est plan de financement, comment voir les communes, comment les sous-régions mobilisent leurs moyens. On est partie prenante de l'Open Lab Transition Mobility avec Pierre de Fourny. On travaille sur la restructuration des modes de transport. Avec Alain, on a travaillé sur le tram de Liège, comment le tram pouvait, je parlais de mobilité tout à l'heure, comment le réseau de transport, les comportements de mobilité peuvent redessiner l'espace et comment l'abandon de la voiture peut être un moyen pour un peu repenser la ville. Et on a 2 projets Interreg. Pour l'instant, il y en a encore 2 qui sont dans les cartons. Un sur l'éclairage urbain, la pollution lumineuse, et l'autre justement en termes de mobilité, c'est-à-dire comment on peut faire faire du covoiturage au-delà des frontières, principalement entre la Flandre, la Wallonie et la région nord de Hauts-de-France. Merci Yves. Voilà. Oui, donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe qui est en naissance, elle a 6 mois. Et donc, moi je suis l'académique de référence, mais j'ai passé un peu trop sous silence tout à l'heure mon autre casquette, qui est gestionnaire de recherche, comme j'ai. Et donc, c'est sur
deux casquettes-là, une au service de l'Institut en tant que gestionnaire de recherche, et ici en tant qu'académique pour pouvoir mettre en place cette équipe, avec pour le moment David Van Den Broek, qui est doctorant et professeur ex-CISA, qui travaille sur son doctorat à partir des lieux de mémoire, et quelles sont les valeurs qui sont sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et Caroline Boll, qui est plutôt collaboratrice et qui est maître de restauration de patrimoine bâti, qui travaille aussi à la loi et qui gère aussi, dirige le master interuniversitaire en patrimoine. Donc voilà. Tu peux passer la suivante. Et donc les axes de recherche, c'est aussi la transition. Notre objectif, c'est de pouvoir travailler en amont du projet. Donc on sait que l'Institut Lab développe la recherche par le projet, comme Serge l'a dit. Et donc c'est de voir en amont du projet comment on peut documenter les projets par rapport au patrimoine, qu'ils soient bâtis ou naturels, et surtout de les envisager comme ressources dans les transitions des territoires. Donc, ça a été dit aussi dans d'autres axes de recherche. C'est vraiment de voir vraiment le levier qu'ils peuvent être, et donc de voir effectivement comment ils peuvent être intégrés dans les stratégies de projet, de gouvernance aussi, et de définir des stratégies interdisciplinaires. Et donc on développe aussi des collaborations avec d'autres facultés comme Jury ou comme ELI, d'autres instituts, pardon, et qui sont amenés à se développer aussi dans d'autres instituts unifiés à l'ELI. Et donc, pour le moment, donc, comment est en naissance, on a 3 projets qui sont en développement. Un projet sur les sols, en tant que ressources non renouvelables et en tant que patrimoine sur lequel on doit travailler aussi, qui est un projet Interreg Nord-Ouest Europe, avec un réseau international qui est bien actif maintenant, avec la TU Berlin, avec Fribourg en Suisse, avec Tours, Lille, le Québec, etc. Un projet Innoviris qui est en développement aussi, sur les valeurs d'ensemble patrimoniaux autour de sites UNESCO, dans le cadre d'une prospective research, une co-créée. On est en train d'examiner la meilleure possibilité, et puis le doctorat dont j'ai parlé. Voilà, je ne sais pas si j'ai terminé. Je ne connaissais pas l'expression les sites de conscience historique, c'est ça? Les sites de conscience, donc c'est de voir effectivement comment les sites mémoriels de l'après-Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, peuvent servir comme valeur patrimoniale en tant que mémoire. Et donc c'est une question de grande actualité. Ah oui. Donc en fait, le site de conscience, je dirais, il est antérieur au site de mémoire. C'est-à-dire que le site de conscience, et puis après, ça peut devenir un site de mémoire, c'est ça? Tout à fait. Dans cette logique-là que ça fonctionne. Et c'est un doctorat qui débute, donc par David. Merci. Merci Alain. Pardon? Oui, je présente le Tsar aussi, ou pas? Tsalab? Oui, tu dois faire les deux. Oui, c'est après. Je le ferai après. Okay, oui, c'est un autre. Eh bien voilà, donc, je présente aujourd'hui le laboratoire Analyse Architecture. C'est un laboratoire, comme le nom ne l'indique pas, de théorie de l'architecture, qui a été fondé en 2006 par Jean Stilmans, Marc Belderbos et moi-même, encore assistant à l'époque. Et Jean et Marc ont instillé donc il faut savoir que la théorie de l'architecture, c'est une discipline 2 fois millénaire, pour le moins. Et Jean et Marc ont instillé dans notre pratique de la théorie de l'architecture le fait d'oser continuer à faire de la théorie de l'architecture, c'est-à-dire ne pas simplement se résoudre à ne faire que des commentaires des théories du passé, mais d'oser, pour aujourd'hui, pour notre siècle, proposer des théories de l'architecture contemporaine. Voilà, nous sommes un petit groupe de recherche, un peu bousculé par le fait pour l'instant que Cécile et moi sommes visoyens. Donc oui, ça ne facilite pas la vie. Mais voilà, donc il y a pour l'instant 4 coordinateurs, dont Jean Stilmans, que tu connais bien, et Pierre Cloquet, peut-être que tu connais un peu moins bien. Et nous avons des collaborateurs et collaboratrices, dont la plupart sont des PST pour l'instant. Il y a une doctorante sur fonds propres pour l'instant qui travaille avec nous. Et nous n'avons plus pour l'instant de chercheurs engagés sur bourse. Donc tous nos boursiers sont maintenant des alumni.
passer à l'étape suivante. Alors, notre travail s'organise autour de 3 axes, finalement. Donc, l'axe principal est un axe théorique, on construit des théories. Et là, je dirais que ce lieu de réflexion-là nous incite à des collaborations intradisciplinaires, à l'intérieur même de la discipline de la théorie d'architecture. Nous avons des collaborations et souvent des confrontations. Cela suppose un axe épistémologique, donc une bonne partie de nos recherches consiste à essayer de chercher des hypothèses, ce qui nous appelle finalement à des collaborations transdisciplinaires dans ce cas-là. Donc, nous allons chercher dans la psychanalyse, la philosophie, la linguistique, l'anthropologie, des éléments éventuellement théoriques qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est l'architecture en tant que telle. On pourrait presque s'amuser à classer les différentes personnes du laboratoire en fonction de leur pensée d'appartenance. J'aurais une sorte de lacanien, Cécile étant plutôt l'appartenant plutôt à la théorie de Van der Laan, etc. Donc on pourrait s'amuser à faire ça. Et puis enfin, l'idée est que toutes ces théories servent tout de même à fournissent des concepts, des arguments qui permettent d'étudier ou d'analyser des faits, des cas concrets. Et donc ça, ce serait plutôt sur l'axe méthodologique que ça se passe. Donc ce sont des études de cas, elles sont importantes, et c'est là qu'en fait nous avons l'occasion d'établir des collaborations interdisciplinaires sur des objets spécifiques qui rassemblent différents chercheurs. Voilà. Alors pour l'instant, il y a une chose que nous faisons et dont nous oublions souvent que nous faisons, que nous oublions souvent parfois de le faire d'ailleurs aussi. Donc nous publions à part régulier les pages du LA, c'est une revue en ligne qui a été en fait le point de départ de notre laboratoire. Elles sont désormais sur OJS, UC Louvain, donc nous avons obtenu un petit fonds pour pouvoir les placer sur OJS. Cela fait maintenant depuis 2006 que nous publions presque chaque année un papier qui maintenant est devenu peer-reviewé. Donc on prend ce temps-là de faire circuler les papiers qui nous sont proposés. Nous achevons un séminaire que nous avons pu conduire avec l'appui du FAI, un séminaire qui s'appelle la maquette physique, maquette numérique, MAFINU. Là, les actes des 2 grandes séances de séminaire sont en cours de publication, donc elles vont bientôt paraître. Et nous faisons ça avec la faculté d'architecture et d'urbanisme de la PUCP qui se trouve à Lima. Donc c'est l'université pontificale catholique du Pérou. Et avec qui Jean a noué des contacts très étroits à l'époque. Et puis enfin, nous avons 9 thèses doctorat en cours. Et puis nous collaborons aussi pour l'instant de manière un peu out of the blue avec le GEMCA de l'Institut Incal et la faculté d'architecture, laquelle autour du thème du parcours et des dessin des carmes des chaussées. Voilà. Denis, Lucas? Bien, donc nous sommes une petite équipe qui est partagée entre le site de Louvain-la-Neuve et de Tournai. On n'a pas trop d'extension sur le site de Bruxelles pour l'instant. Voilà, donc avec 2 académiques, Lucas et moi-même, qui sont là pour tirer un petit peu le groupe. On va passer aux thématiques. Pour tout ce qui est des thématiques, alors Lucas, j'ai enlevé l'aspect IA parce que nos partenaires travaillent avec ça pour l'instant, moi pas encore, et je n'étais pas conscient que tu étais aussi en train de travailler sur le sujet, mais on peut le rajouter ensuite. Donc nous travaillons sur les structures, sur la conception des structures, sur leur évaluation et sur essentiellement ce qui se trouve en amont. Donc la plupart du temps, la structure est prise comme un exercice dans lequel une forme est proposée, c'est l'architecte et l'ingénieur passe derrière pour la faire tenir. C'est bien pour se placer dans une approche d'architecture qui est très démonstrative, un peu dans le langage de l'art contemporain, on fait des espèces d'éléments. Et c'est assez peu efficace et très peu respectueux pour la gestion des ressources et de l'environnement de manière générale. Donc pour ceci, il s'agit d'intégrer la dimension conception et structure. Effectivement, par rapport au profil d'ingénieur architecte, on a des compétences un petit peu particulières par rapport à ceci qui nous permet d'aller un cran plus loin. Il faut savoir que la structure représente 50%, plus ou moins, donc ça peut être entre 30 et 10, mais ça peut monter à 60% de l'impact environnemental d'un bâtiment lors de sa construction.
assez décisif de travailler sur ces questions-là en le prenant très en amont au niveau de la conception. Donc quand tu dis structure, c'est juste pour que je comprenne bien, ça veut dire c'est vraiment la partie vraiment construite et d'accord, différencier des matériaux qu'on va utiliser pour la construire. Et comment le faire tenir et comment bien utiliser la matière. Okay. On parle parfois de gros œuvres ouverts, fermés, ça correspond plus ou moins à gros œuvres ouverts, okay. Donc il n'y a pas de châssis, il n'y a pas de finition, il n'y a pas etc. C'est la matière brute telle qu'on construisait dans l'histoire de l'architecture jusqu'à relativement récemment. Donc pour ceci, on travaille sur les méthodes de conception, sur des théories avancées des structures, notamment le cadre plastique, qui est très très mal maîtrisé pour l'instant dans le monde académique de manière générale et dans l'ingénierie tout court. On travaille aussi sur des approches analogiques dans lesquelles le calcul se fait uniquement de manière géométrique. Donc comme l'architecte travaille sur la géométrie et l'ingénieur sur le calcul, on a un environnement commun que pour pouvoir concevoir les choses. Alors derrière ceci, il y a des questions de fiabilité structurale, des questions d'efficacité, l'utilisation du matériau, reliabilité, donc efficacité structurale, c'est aussi un avion qui rate son virage et qui arrive dans une tour. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces questions-là dans la manière dont on assemble les différents éléments qui composent une structure. Alors on travaille aussi, donc on travaille dans ce contexte-là avec ce qu'on appelle la stratigraphie, qui est un contexte de conception qui est un peu particulier. Et quand on commence à interfacer, donc ça intègre la question de la géométrie, de la structure, ça intègre la question du matériau et qu'on interface maintenant avec la question de la performance environnementale des bâtiments. Donc voilà, alors il y a les dimensions construction, les dimensions extension, puis il y a la dimension maintenance sur laquelle travaille mon collègue Luca Gambi. Ça c'est quand un pont tombe, par exemple, on a quelques exemples qui nous arrivent régulièrement, comment est-ce qu'on en prend soin et comment est-ce qu'on conçoit le pont. Évidemment, le problème n'arrive pas quand il y a des défauts d'entretien. Donc ils sont des questions un peu théoriques, mais sur les questions de conception. Donc voilà, on peut prendre le slide suivant. Donc au niveau des projets, ce sont les deux projets qui nous occupent le plus pour l'instant, à savoir qu'on a une collaboration dans le cadre d'un projet Most avec l'Université de Tongji à Shanghai, qui est à fond sur la fabrication numérique, ce qui explique qu'on s'y intéresse beaucoup, notamment tant sur l'aspect béton pour le projet qui est en bas, mais aussi pour l'aspect bois, qui indique que ça va être une composante pour nous aussi dans la fabrication digitale. Il y a un autre projet qui a démarré, dont je t'avais parlé tout à l'heure, qui est le fonds de transition juste, sur lequel on va travailler sur, dans ce cas-ci, tout ce qui est recyclage des sables. On sait que les sables sont une ressource en voie de raréfaction. En Belgique, on n'a pas trop de pression sur la question, mais de manière générale, pouvoir récupérer les sables dans la construction est un enjeu qui est fondamental, et puis voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a pu les récupérer, également les valoriser, sachant qu'on peut les rendre réactifs. Et un sable réactif, c'est un des sables pouzoléniques, par exemple, qui servait de ciment dans l'Antiquité. Donc ça croise les différents éléments comme cela. Nous allons être actifs sur tout ce qui va être la question des applications de valeur ajoutée, notamment la pression 3D avec des matériaux comme ceux-là, et les démonstrateurs du projet. Et donc on peut passer au slide suivant, dans lequel on voit sur la gauche, tu peux lancer, donc sur la gauche on voit effectivement les robots dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est un tout gros, il se trouve chez Buildwise, XSTC, qui vous montre comment est-ce qu'on peut imprimer des éléments. Donc le nôtre ne sera pas aussi gros, il fera 2,50 m de haut. Parce que là il fait combien ça? Celui-là il doit faire dans les 3 m, 3 m 50. Donc ça c'est le plus gros qui existe sur le marché. Donc le Buildwise c'est un centre de recherche qui est financé par les entreprises en Belgique. Et il voulait le plus gros robot sur le marché, qui est sur une piste mobile. Nous, on va être un petit peu plus modeste. Donc ça, c'est normalement le robot qu'on va acquérir dans les 6 mois qui seront devant nous, une fois que les travaux sont faits. Pour la dimension impression de béton, on va aussi chercher à développer la dimension usinage du bois, notamment par robot. Alors pour un petit élément de contexte, on a travaillé très longtemps avec des assemblages dits par contact direct dans l'histoire de la construction, et puis on est arrivé à faire des assemblages qui fonctionnent avec des vis et des clous. On sait que c'est de l'acier, que ça a un coût, et puis c'est aussi parce que les assemblages par
requins de qualité, je vais y revenir, nécessitent une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée, qu'on n'a plus que chez les compagnons aujourd'hui. Et donc pour y pallier, par contre, aujourd'hui on a des robots qu'on peut programmer et qui peuvent faire des découpes de toute complexité, tout niveau de complexité. Et donc avec ceci, ça nous permet de produire des structures qu'on peut assembler sans clous ni vis, mais qu'on peut aussi démonter, recycler quand on veut, de manière beaucoup plus efficace que l'on fait par ailleurs. Et l'idée serait d'avoir un deuxième équipement qui arrive également sur le site de Tournai, dans lequel on aurait un petit robot qui usinerait des têtes de pièces de bois. Donc il faut, la pièce de bois c'est longitudinale, il faut juste se mettre au bout, il faut juste pouvoir piloter le robot sur les trois axes pour développer cette dimension assemblage. Il faut savoir que si on revient sur le slide précédent, on voit en haut à droite, la tour qui est présentée là a été produite en Chine l'été dernier. Elle fait 9,20 m de haut et n'a pas un seul assemblage boulonné. Donc ça c'est le fruit d'interface entre nos approches de modélisation, conception et la fabrication numérique qui est employée par nos partenaires, dont on a pu profiter en termes de savoir, également d'outils. Et donc on est prêt également à se lancer dans ce domaine. Et juste pour ajouter, on a récemment reçu de la part, donc je ne sais pas si tu le sais, Agnès, une chaire en construction et en transition de la part de la compagnie Cité Blaton. Donc via la Fondation du Vin, Cité Blaton a contacté moi-même et Pierre Latteur au EPEL Génie Civil et MNC. Et donc, il nous finance 2 bourses de doctorat, en fait, dans les prochains 5 ans, pour travailler justement sur la construction, la déconstruction, pour travailler, en fait, eux, ils sont très intéressés à la question de béton, question d'impression 3D. Et donc, je vous ai lancé un appel à candidature. Je m'attends à une proposition de votre part, de notre part. Tu dis c'est pour combien de temps? Alors, c'est jusqu'à 2029. Donc la chaire a été lancée en septembre. En septembre, on a signé la convention, octobre, et c'est pour 5 ans. Donc ça nous permet d'avoir 2 bourses de doctorat pendant 4 ans en collaboration avec EPEL Génie Civil, qui donne encore l'idée vraiment du type de collaboration qu'on peut avoir un peu d'un côté Incal et Iacos, de l'autre côté, donc Eli comme les bioingénieurs comme mentionné par Yves et IMC, donc tout le labo de fabrication du LEMS à Louvain-la-Neuve. L'idée ici, c'est que le robot est relativement gros, mais le bois c'est un petit équipement, et je pense que du côté du génie civil à Louvain-la-Neuve, il y a l'idée d'aller chercher des financements beaucoup plus importants pour avoir des très très gros équipements dans ce contexte-là, et toucher à quelque chose qui commence à être une production industrielle, mais ici c'est laboratoire de mise au point, avec des mêmes technologies qui sont à cheval entre pilotage du robot, reste un robot, et de fabriquer la compétence, initier la compétence sur le site ici. Et ça nous donne aussi l'opportunité pour dire que l'Institut n'a pas une participation aux plateformes technologiques sectorielles et intersectorielles pour le moment, mais ça c'est clairement quelque chose qu'on va aussi lancer comme opportunité pour plateformes technologiques au sein du SST, ou intégration d'une plateforme technologique existante, comme par exemple Creden et avec donc une partie sur Tournai. Et en plus de ça, à Louvain-la-Neuve, dans le contexte du plan de relance wallon, notre équipe HLE Climat va acquérir une chambre climatique qui va être installée sur le toit du Vinci, en espérant qu'il va avoir un Vinci au-dessus du toit. Et ça, c'est encore une question. Une chambre climatique, donc c'est quelque chose qui fait 3 mètres par 4 mètres. Et donc c'est une chambre dans laquelle on peut tester des différentes ambiances au niveau thermique, lumineux. On revient au travail d'un côté slow heat, donc par rapport à la thermophysiologie des ambiances, et de l'autre au travail de Marshall par rapport à ce qui sont tous les apports lumineux et visuels. Donc là, il y a un côté de l'Institut qui se développe aussi au niveau de connexion avec les plateformes technologiques. Merci Denis. Je pense que pour le prochain, je dois faire en fait un peu le porte-parole en intérim, parce que Chiara Cavalieri, Beatrice Lampariello, Nelle Del Ret, qui connaît Giulia Marino, ils ont essayé d'arriver ici d'une façon à l'autre, mais qui avait cours, qui avait autre chose, qui
qui avaient en fait espéré qu'il y avait un train, et donc ils sont pas arrivés. Ils m'ont envoyé un texte, et donc je dois le lire, désolé, donc je dois mettre mes lunettes. En fait, l'équipe est Superposition, un laboratoire de recherche qui opère dans la complexité entre l'architecture, la ville et le territoire. La ville est explorée en tant que produit de l'architecture, de la technologie, de l'infrastructure et de la politique à partir de différents points de vue, le territoire, l'histoire, la rénovation et la théorie. Le laboratoire adopte l'histoire et l'analyse comme base de la recherche et de la conception en combinant les connaissances théoriques avec le savoir-faire technique. De la lecture à l'écriture, il croise de manière critique les cultures de conception qui ont façonné et continueront à façonner la ville contemporaine. Donc, super renvoie à la projection vers le futur, vers l'au-delà. Position renvoie à la multiplicité des points de vue, articulant leur interaction, leur complémentarité et leurs contradictions. Donc, là, les différents membres de l'équipe. Donc la ville est explorée en tant que produit de l'architecture, de la technologie, de l'infrastructure, de la politique à partir de différents points de vue, territoire, histoire, rénovation et théorie. La majorité des membres a une formation en architecture, mais les équipes rassemblent également d'autres domaines tels que la géographie humaine ou l'histoire de l'art. On a aussi l'attitude au sens du groupe de superposition. Par rapport au projet, donc ici il y a un texte encore plus conséquent, je vais essayer de rester dans les 180 secondes. Alors, le body architecture, qui est le troisième, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas en l'ordre. Le corps humain a historiquement sous-tendu la pratique et le discours architecturaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la notion de corps est apparue comme un réservoir de connaissances sensorielles, rituelles et inconscientes. Elle s'est transformée en une entité complexe capable d'embrasser des natures embryonnaires, technologiques et extensibles. Cette recherche menée par Beatrice Lampariello et Silvia Groaz montre comment cette vision complexe du corps a influencé la conception de l'architecture, tout aussi complexe et hybride. Après, il y a Governing and Building the City. Ce projet de recherche étudie la manière dont l'environnement bâti des villes de la fin du Moyen-Âge a été conceptualisé et façonné physiquement en fonction des idéaux de bonne gouvernance. Avec des études de cas dans différentes régions géographiques, le projet vise à mettre en lumière les multiples interactions entre la pensée architecturale et politique et les motivations derrière la construction et l'entretien des environnements urbains de la fin du Moyen-Âge. Water Architecture and the City, Water Interfaces. Au cours des siècles, le processus d'urbanisation a progressivement étendu, altéré et modifié le cycle naturel de l'eau. L'eau a été urbanisée, donc ça c'est le Blue Landscape dont on parlait avant. Ce projet collectif propose de lire le processus d'urbanisation de l'eau à travers la notion de nexus de l'eau, défini comme les espaces où différents systèmes d'eau se rencontrent et où l'eau est analysée à la fois comme une infrastructure systémique et comme une culture commune. L'urbanisation de l'eau est étudiée dans différents contextes socio-économiques européens et extra-européens. Et à la fin, il y a Reload, Rethink Procedures and Architectural Practices for a Silent Transition. Les normes énergétiques sont-elles adaptées aux modes constructifs qui caractérisent l'architecture de la seconde moitié du XXe siècle? Les procédures qui mènent à une rénovation complète répondent-elles à l'exigence de rapidité et efficacité pour faire face aux enjeux climatiques actuels? Dans quelle mesure la multiplication des acteurs du terrain avec des objectifs parfois divergents, l'énergie, le confort, le patrimoine, la sécurité, la rentabilité, les usages, risque de compliquer ce processus pourtant reconnu comme incontournable pour une société inclusive et fondée sur la valeur de la durabilité? Comment repenser à partir de la bioculture le processus de rénovation, processus complexe et pourtant crucial pour l'environnement? À partir du corpus emblématique des écoles industrialisées de la seconde moitié du XXe siècle, telles sont les questions auxquelles l'équipe souhaite répondre en collaboration avec sujet-objet, bureau jeune, mais déjà expérimenté dans la pratique du projet innovant, intégrant la notion de participation des usagers. C'est passionnant. Lab, donc le laboratoire théorie des systèmes et architecture, Damien Claes est aussi excusé, mais Renoy
Alors, Damien ne m'a pas envoyé de texte, mais j'ai passé en vue ces slides tout dernièrement. Alors, Damien Claes est un ancien membre il est architecte, docteur en art de bâtir, en architecture et art de bâtir. Il était auparavant ex-ISA, mais il a demandé un pavis. Il est devenu professeur AB depuis je ne sais pas combien, quelques années. Il y a 3 ans. 3 ans. Je pense que c'est 2020. Donc ça, c'est peut-être un élément dont on n'a jamais parlé ici jusqu'à présent. Je mets arrêt au décompte. mais c'est donc avec la croissance du nombre de professeurs dont on a parlé, il y a aussi à ça s'ajoute aussi le passage de plusieurs personnes du statut ex-ISA au statut. Sergio l'a mentionné oui, en fait. D'accord. Et donc ça fait partie. Il y a un côté le cadre d'extension. Donc voilà. quand il y a le poste ex-ISA qui se libère, le poste est rouvert en tant qu'AB. Voilà. Et donc là, il y a une mission de recherche qui s'ajoute et service logiquement. Par contre, il y a aussi un processus qui est qui est fait via le PAVI, donc comme l'académisation des FNRS. Donc il y a un passage des ex-ISA qui ont eux-mêmes un doctorat et une activité de recherche, un passage à AB. Tout à fait. Et donc tu vas avoir des interviews déjà. Oui, donc Damien fait partie de ces personnes. Il faut souligner le courage, je trouve, de ces démarches. Alors Damien est un ancien thésard de Jean Stilmans, et qui en fait s'inscrit parfaitement dans le cadre, dont la recherche s'inscrit parfaitement dans le cadre du LAR en réalité, sauf que Damien, lui, d'une certaine manière, il n'est pas lacanien, il est systémicien. Donc Damien en fait est tombé dans la systémique durant sa thèse, et il a produit sur cette base une théorie de la conception architecturale d'un point de vue systémique. Donc ça, il explique tous les processus de conception. Il a souhaité constituer son équipe, le Tsalab. Je ne désespère pas qu'un jour, en fait, il nous revienne ou que nous constituions simplement. Mais vous avez déjà envisagé. On l'a déjà envisagé, mais j'ai beau faire des appels du coude, voilà. Je pense que l'énergie déployée quand même pour construire son propre laboratoire, maintenant, il rencontre quelques peines. En fait, Agnès, ça c'était mon idée cachée au tout début, donc monter, les amener. Voilà. Mais donc voilà, on est tout à fait sur la même longueur d'onde en matière d'enjeux, je dirais, mais lui sa théorie, si tu veux, tutélaire, si on peut dire, c'est la systémique. Okay. Alors les axes de recherche, je vais les lire simplement. C'est l'épistémologie systémique de la conception architecturale, la gestion de la complexité. Donc cette question de la complexité est évidemment inhérente à la pensée systémique, dans les processus de conception architecturale. Il a une sorte de violon d'Ingres qui est la numérisation de la conception architecturale. Il faut l'ajouter, c'est vraiment un souci à lui qui est secondaire par rapport à sa principale question qui est la question systémique. Il y a la question de la représentation dans le projet d'architecture qui est évidemment un vecteur de la conception. Donc là, et qui va avec la numérisation. Tout à fait. Et puis il y a la dynamique des processus de patrimonialisation. Ça, c'est plutôt récent, je crois, dans son scope. Et cela vient du fait qu'il s'est associé maintenant à David Van den Broek, qui est à la fois avec Ella et en même temps, manifestement, avec le Tsalab. Alors, il y a de nombreux projets en cours. Je peux les passer en revue. Et un truc en Corse. En Corse. Fais voir, c'est où Les tours côtières en Corse, sentinelle insulaire d'un empire amphibie. Un modèle spéculatif de la conception architecturale, modélisation systémique de l'histoire globale de l'architecture. Ça, c'est un de ces gros projets. C'est tenter de fabriquer une histoire globale de l'architecture. Résolution de problèmes en architecture à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il est aussi sur ces questions-là avec le numérique. Dessin corporel immersif, architecture et neurosciences. Les tours côtières en Corse. Donc il a... Je veux bien m'associer. Ah ben oui, il faut l'appeler. Travail de terrain. Il y a un travail de terrain intéressant à faire. Dynamique de l'évaluation patrimoniale, rétro-conception du village berbère et Boujanadaha, etc. Voilà. Donc... Merci Bruno. Et on termine avec le urban metabolism. Alors dans ce cas, moi je dois aussi faire donc la présentation à la place du prof Daniela Perrotti. Daniela est en fait un congé de longue durée.
Daniela qui a rejoint en fait la faculté de l'Institut en 2019, si je ne me trompe pas, et donc elle a constitué ce groupe de Urban Metabolism autour de ses compétences et de ses intérêts avec The Research Associate et avec toute une série de fonds FNRS et la Fédération Wallonie-Bruxelles et Innoviris qu'elle a obtenu donc, avec des chercheurs de doctorat. En fait, une chose qui est intéressante est que les PhD, les doctorants viennent de différentes parties du monde. Donc, il y a vraiment cette idée de voir la révision critique du paradigme de urban métabolisme. Donc, vraiment, c'est la conception de métabolisme urbain via des méthodes interdisciplinaires pour une compréhension en dynamique temporelle et spatiale des relations entre la société et la nature. Et après, une nouvelle ligne de recherche, c'est la constitution de frameworks de connaissances métaboliques pour analyser les liens entre les fondations biophysiques du développement socio-économique, le capital naturel, le well-being humain et l'application de perspectives de ecosystem services et infrastructures vertes. Donc là, il y a un peu une carte des différentes contacts et aussi origines des chercheurs et chercheuses qui travaillent au sein de Urban Metabolism et donc, comme je dis, avec des fonds qui viennent du FNRS, Innoviris, Wallonie-Bruxelles, FSR, etc. Si on parle de métabolisme urbain, donc on parle en fait de la dynamique qui est là au sein dynamique au niveau donc, de tout ce qui est les aspects socio-économiques, mais aussi au niveau de constitution donc, des ressources, la nature, tout ce qui rentre et sort. C'est ça, voilà, tout ce qui circule, tout ce qui va animer en fait le paysage urbain. Ou Exactement. Ok, les espèces sont déjà présentées et c'est tout. Voilà, 7 minutes de retard. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bien. On a prévu de terminer.